Et Fabrice, à toi la parole pour parler de la viralité de l'agilité. Exactement. Eh ben, tout d'abord, merci. Merci à Gilles Lyon de m'accueillir pour parler effectivement de transformation. Et de transformation comment? De transformation un peu grâce à la viralité, grâce à l'agilité. Alors normalement, c'est une conférence que je fais avec ma binôme qui, pour des raisons personnelles, ne veut pas être là, mais du coup, j'ai laissé son nom sur la page de garde pour bien lui montrer que je pense à elle. Donc, moi, je m'appelle Fabrice Bloch, je suis de l'INSEE. Je ne suis pas coach agile, hein, comme quoi personne n'est parfait. Je suis plutôt manager, j'ai des titres de chef de projet. Mais c'est pas franchement comme ça, pour ces raisons-là que je suis là. Voilà, j'essaye d'agilifier un petit peu les choses, de faire passer et circuler des idées. Et c'est un petit peu le thème de ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, du coup, de quoi on va parler? On va parler d'abord d'agilité. C'est quoi l'agilité en vrai? On va voir, est-ce que l'agilité peut être un système d'exploitation, voilà, comme dans un ordinateur, ou est-ce que ça ressemble plus à un virus? Mais du coup, le titre de la conférence doit vous en dire un petit peu sur ma pensée. Et puis, on terminera effectivement sur la pensée virale pour diffuser la pensée agile. Et pourquoi on diffuse la pensée agile? Parce qu'on veut transformer nos organisations comme un virus cherche à transformer les organismes vivants. En fait, hein, c'est ça l'idée. Donc, c'est quoi l'agilité en vrai ou l'agilité expliquée à ma mère? L'agilité, c'est une façon d'appréhender le monde, hein. Il y a pas d'autre façon de le dire. C'est pas des méthodes, c'est pas des frameworks, c'est pas de tout, c'est pas des qualifications. C'est juste une façon d'appréhender le monde. Et pourquoi? Parce qu'on cherche à le transformer. Et ça, c'est extrêmement important. On cherche à le transformer. Ça veut dire que ce n'est pas seulement une école de pensée, mais c'est une école d'action aussi. On n'est pas une école de philosophie. Alors, il y a deux grands types de problèmes. Ce modèle, vous le connaissez probablement, hein, c'est le modèle Kinefin, qui explique que voilà, il y a des sujets qui sont évidents, obvious, qui sont compliqués, qui sont complexes, qui sont chaotiques. Globalement, on peut résumer ça en deux parties, hein, évident et compliqué, et complexe et chaotique. Et face à ces deux grands types de problèmes, bah, il y a deux grands types de méthodes. On a d'un côté les méthodes cartésiennes, celles que toutes nos années de lycée et d'enseignement supérieur nous ont inculquées dans la tête, hein, c'est-à-dire que face à un problème, il suffit de le découper en problèmes plus petits et puis on les résout jusqu'à ce qu'on arrive à des problèmes les plus simples possibles. Et puis une fois qu'on a résolu tous les problèmes les plus simples, on n'a plus qu'à agréger et on résout le problème le plus compliqué. Et puis, il y a d'autres types de méthodes qui sont plutôt issues de l'école de pensée de la complexité. Donc ça, c'est l'école d'Edgar Morin. Et globalement, on se rend compte que l'agilité, c'est un ensemble de méthodes pour résoudre les problèmes complexes. Globalement, l'agilité, et ça me paraît important, l'agilité n'est absolument pas efficace sur des problèmes évidents ou compliqués. Si vous avez à monter un Airbus, c'est un sujet qui est compliqué. Il n'y a rien de complexe là-dedans une fois que vous avez la notice. L'agilité ne vous sert à rien. Du coup, vous pouvez dire, si vous avez des clients pour lesquels le délai est fixé, la cible est fixée et les moyens sont fixés, l'agilité ne leur sert absolument à rien. Ce n'est pas la peine de faire du Scrum pour faire de l'affichage. C'est contre-productif par rapport à des méthodes anciennes. Ceci dit, dans le monde qui nous entoure, je ne vois pas comment on peut être sûr de la cible, du délai et des moyens qu'il faut. À l'inverse, les méthodes analytiques, celles qu'on nous a enseignées dans toute notre scolarité, y compris dans les écoles d'ingénieurs, ces méthodes analytiques sont complètement inopérantes sur des problèmes complexes. On a beau essayer de les plaquer, on a beau essayer de les tordre, on a beau essayer de multiplier les estimations de charges, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'on ne peut pas découper un système en systèmes plus petits, parce que ça fait d'autres systèmes. Ça n'a rien à voir. Du coup, l'agilité, c'est un outil qui est nécessaire à chacun parce que dans nos environnements de travail, on a des sujets qui sont compliqués, mais on a énormément de sujets qui sont en fait complexes. Et donc, on a besoin des deux modes de pensée. Alors ça, cette leçon finalement de la nécessité de ces deux types de méthodes en entreprise, c'est une leçon qui a fini par pénétrer jusqu'aux plus hautes sphères des entreprises et des administrations. Hop.
ça a pénétré jusqu'aux plus hautes sphères des entreprises et des organisations, mais du coup, ça a été un petit peu biaisé. Parce que du coup, ces managers qui ont l'habitude de raisonner en fait d'acheter des choses finalement, d'acheter des solutions, disent voilà, allez m'acheter de l'agilité. Allez m'acheter des prestataires, allez m'acheter des coachs, allez m'acheter quelque chose, allez m'acheter ce produit agilité. Comme si l'agilité, c'était un produit comme un autre, un truc qu'on pouvait acheter sur étagère et il suffirait de l'installer chez nous, un peu comme on change le système d'exploitation d'un ordinateur. Il suffirait d'installer l'agilité et puis tout se passerait bien, on changerait le mode de fonctionnement. Alors, on arrive à des situations complètement dingues et il y a des dialogues, et à des vrais dialogues de sourds là-dessus. C'est-à-dire que globalement, voilà, il suffit de prendre 2 coachs agiles et puis ça y est, tous les problèmes sont résolus. Et on a presque créé ce qu'on pourrait appeler des supermarchés de l'agilité. C'est-à-dire, voilà, il y a des entreprises dont vous ne faites certainement pas partie qui vendent des solutions sur étagère à des gens qui, de bonne foi, les achètent en se disant que ça va résoudre leurs problèmes parce que c'est des produits comme un autre. Alors, est-ce qu'on peut changer de mode de pensée comme on change le système d'exploitation d'un ordinateur? Eh bien évidemment, non. Et on assiste un petit peu parfois, enfin moi j'assiste de mon siège à une nouvelle version de Diafoirus. Vous savez, Diafoirus, c'est le médecin de Molière qui, face à tout problème, dit voilà, il suffit, il y a une solution, elle est évidente, c'est la saignée. Eh bien, on a un peu l'impression parfois d'entendre des Diafoirus du 21e siècle qui vous disent, face à tout problème, c'est très simple, il suffit d'installer le framework qui va bien. Donc, le framework, en règle générale, framework de départ, on va dire, c'est Scrum. Après, et puis très rapidement, bien entendu, à force d'accoutumance, on fait une scalabilité et on installe Safe. Voilà. Or, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que l'agilité n'est pas un produit sur étagère et que, globalement, on ne peut pas changer de mode de pensée comme on change le système d'exploitation d'un ordinateur. C'est peut-être triste, personnellement, je ne le pense pas, mais en tout cas, c'est comme ça. Par contre, si on cherche à tout prix à faire un parallèle avec quelque chose, ça a beaucoup plus à voir avec un virus. Alors, une petite incise sur les virus, parce qu'ils ont assez mauvaise presse depuis 18 mois, je ne sais plus trop pourquoi, mais il faut savoir que 8% du génome humain provient de virus. C'est-à-dire que voilà, dans notre ADN, on a 8% qui provient de virus. On a 36 traces de virus ancestraux dans notre ADN également. Et puis, on pense que c'est un virus qui a permis la mutation entre les ovipares, c'est-à-dire ceux qui pondent des œufs, et la possibilité d'avoir les bébés au sein de notre corps. Donc, c'est-à-dire c'est un virus qui aurait créé le placenta. Tout ça pour dire que tous les virus ne sont pas négatifs. Simplement, ils sont là pour faire muter un organisme. Et voilà. Donc, voilà, il n'y a pas qu'un effet négatif au virus. Alors, un virus, c'est quoi? C'est un minuscule code génétique capable de faire muter l'organisme qui le reçoit. Or, le propos de cette conférence, c'est de dire que l'agilité, c'est exactement la même chose. Pourquoi? Parce que l'agilité peut être une idée tout d'abord minuscule. Alors, on l'a beaucoup enrobé, ce qu'on disait tout à l'heure, avec le Scrum Guide, des choses comme ça. Les idées d'agilité ont été beaucoup enrobées, mais si on revient aux fondamentaux, finalement, l'agilité, ça peut être une idée tout à fait minuscule. Alors, que ce soit Earth of Agile ou Modern Agile, par exemple, les 2 modèles résument l'agilité en 4 grands axes ou en 4 grands mots, finalement. Voilà, donc l'agilité, ce n'est pas si compliqué que ça, en définitive. Ce qui peut être compliqué, c'est l'application qu'on veut en faire. Alors, du coup, c'est quoi une idée virale? Alors, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir un peu justement ceux qui ont réfléchi à cette notion de contagion. Alors, on a un livre qui est extrêmement intéressant, qui justement décrit
comment se créent les tendances, comment on arrive à faire du buzz avec des idées finalement. Et c'est ça qu'on essaye de faire finalement, en essayant de rendre, de généraliser l'agilité, c'est rendre cette idée contagieuse. Alors, ce que cet auteur dit, c'est que globalement, ça repose sur 6 grands axes. Alors, ces 6 grands axes, c'est tout d'abord la monnaie sociale. Est-ce que le fait de faire de l'agilité m'apporte un plus en termes de valeur dans mon environnement social? Alors oui, parce que globalement, aujourd'hui, être agile, c'est être innovateur. C'est ceux qui portent encore l'innovation dans les entreprises. Est-ce que je peux arriver à créer un automatisme? Alors, si on fait le parallèle avec une marque de café et certains auteurs connus, ils ont réussi à faire en sorte que quand on pense café, on pense Nespresso. Est-ce qu'on arrive à faire la même chose avec l'agilité? Alors, absolument. À partir du moment où on pense changement, on va chercher l'agiliste de service. Donc, on est bien aussi dans cette notion. On a réussi à créer un automatisme et c'est intéressant. Est-ce qu'il y a de l'émotion dans le cas du café, de cette marque de café? Oui, il y a une émotion. On a envie d'être avec ces beaux acteurs. Dans le cas de l'agilité, ils ont l'air sympas, ces gars-là. Ces femmes-là, bien entendu. Ils ont l'air sympas, on a envie d'en faire partie de ce truc-là, ils ont l'air de bien s'amuser, ils ont l'air d'être créatifs, ils sortent des sentiers battus. C'est intéressant, il y a une émotion qui se crée, il y a des émotions qui se partagent. Est-ce que ça peut se faire en public? Donc, bien entendu que je bois mon café en public, mais je peux faire de l'agilité en public. Et tant mieux. Et en plus, c'est vachement pratique. Il suffit que je laisse les post-it derrière moi dans les salles de réunion pour dire, alors là, il y a un agiliste qui est passé. Ça doit être vachement bien ce qu'ils ont fait. Application pratique également. Et la narration, qui n'a pas entendu parler du week-end de ski de 17 personnes en 2001 qui, entre deux bières, ont signé un manifeste. Voilà, donc il est tout à fait possible de raconter une histoire autour de l'agilité. Donc, l'agilité reprend chacun des 6 points décrits par cet auteur. Si on regarde d'autres auteurs, tels que les frères Heath, eux, ils disent qu'il faut une histoire, donc on en a parlé. C'est simple, bien sûr que c'est simple, c'est tout petit, ça peut être simplement 4 verbes. C'est inattendu, c'était inattendu, et c'est un vrai sujet pour moi aujourd'hui. C'est concret, puisque j'ai des post-it. C'est crédible, bien entendu, ça marche. J'ai même des statistiques qui montrent que le taux de réussite des projets est bien meilleur en utilisant l'agilité, quelle que soit la taille du projet, que sans. Ça crée de l'émotion, on en a parlé, et une histoire, je l'ai déjà dit. Seth Godin, il dit à peu près la même chose. Il rajoute un point intéressant qui est sur votre gauche, c'est le côté militant. Et les agilistes sont en général des militants, c'est-à-dire qu'ils croient à leurs idées et ils sont prêts à donner de leur temps pour les faire part, pour les présenter, pour les faire partager, parce qu'ils ont la foi quelque part. Et puis c'est subversif. Et oui, l'agilité, c'est subversif. L'agilité en entreprise, dans une grande entreprise notamment, c'est subversif. L'agilité dans une administration, croyez-moi, c'est subversif aussi, en tout cas pour l'instant. Donc là aussi, quels que soient les auteurs en fait, qu'on reprenne, on s'aperçoit que l'agilité a un vrai potentiel viral, naturel, et que c'est un point sur lequel on peut tout à fait s'appuyer. Et ça, c'est intéressant. Alors, le sujet, c'est qu'il faut que l'agilité reste inédite. Hein. C'était un des axes qu'on a vu chez les frères Heath. Et le problème, c'est que l'agilité a 20 ans. C'est-à-dire qu'on commence à avoir des collaborateurs qui sont plus jeunes que le manifeste agile et pour lesquels ça commence un petit peu à dater. Et c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que l'effet de surprise qui a pu être généré avec l'apparition de l'agilité, on commence à le perdre. Et c'est la raison pour laquelle on commence à constater dans certaines entreprises que l'agilité n'est plus en expansion, mais recule. J'aurai l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard, mais c'est un vrai sujet d'inquiétude. Alors du coup, potentiel viral. Qu'est-ce qu'il faut à un virus? Il faut un patient zéro et il faut un terrain propice. Alors, sur le terrain propice, c'est assez facile. Il faut 4 conditions. Si vous manque une de ces conditions, vous n'avez aucune chance d'implanter une nouvelle idée, agilité, ou autre, mais en tout cas, vous n'avez pas le terrain propice à diffuser des bonnes idées. À la base, il faut un top management qui soutient et qui protège. Et c'est tout.
en définitive. C'est tout ce qu'on demande au top management. Ensuite, il vous faut une valorisation de l'expérimentation. Il faut savoir s'inviter à changer. Et puis, il y a une notion de bon moment. Alors, sur le top management qui soutient et qui protège, pour moi, le livre qui m'a plus marqué sur ce sujet-là, sur le sujet du leadership, du top management, c'est le livre sur le host leadership, qui n'a malheureusement jamais été traduit en français, et c'est bien dommage. Mais globalement, cette position de hôte, c'est-à-dire celui qui accueille la transformation, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est le bon modèle. Et dans la transformation de mon administration, pour le coup, c'est vraiment le modèle qu'on essaye de promouvoir, c'est-à-dire qu'on demande au top management d'être les hôtes de la transformation, et c'est tout. Quand on accueille chez soi un repas, quand on accueille chez soi une fête, on n'est pas tout le temps sur le devant de la scène, mais on laisse les gens discuter entre eux à certains moments. Même si on a organisé un petit peu les choses, on laisse la part de l'imprévu. Le deuxième axe, c'est évidemment une valorisation de l'expérimentation. Si l'expérimentation peut mener à un blâme, ça n'aide pas pour tenter des choses, ça n'aide pas pour expérimenter des choses. Donc, il faut créer une culture, il faut qu'il y ait une condition, c'est que l'expérimentation, au contraire, soit valorisée. Et ça, ce n'est pas une évidence dans notre culture française, loin de là. L'expérimentation est plutôt vécue comme un risque que comme une chance, en définitive. S'inviter à changer. Il y a un livre complet sur ce leadership par invitation qui a été écrit par Daniel Mézic et Mark Sheffield, qui n'a pas non plus été traduit en français, malheureusement. Dan Mézic fait souvent des conférences en ligne pour expliquer son modèle, mais là aussi, inviter les gens à changer et les ordonner de changer, c'est pas tout à fait la même posture. Ça paraît assez compliqué de dire aux gens à partir de maintenant, tu vas changer. Par contre, être dans une posture d'invitation, là aussi, ça change un petit peu les choses. Et puis, il faut le bon moment. La question du temps, elle est fondamentale. Donc, il y a John Kotter qui a beaucoup écrit là-dessus, et notamment un livre qui a peut-être parfois été mal compris, d'ailleurs. C'est le même qui a écrit Panique sur la banquise. C'est-à-dire que non, on n'est pas tout le temps dans l'urgence, c'est juste une question de bon moment. Voilà. Et le bon moment, il peut être positif. C'est simplement, on a une opportunité à saisir là. Et donc, du coup, ce n'est pas de l'urgence, c'est juste une opportunité. Donc, il faut ces 4 conditions, en tout cas, pour avoir un terrain favorable. Et puis, à partir de là, il vous faut un patient zéro. Alors, ce qu'on essaye de montrer par cette image, c'est que nous sommes absolument persuadés, Armel et moi, que ce patient zéro doit être absolument bidonné. C'est-à-dire que la première expérimentation que vous allez faire de votre nouvelle idée, de l'agilité par exemple, mais ça peut être du design, ça peut être du DevOps, ça peut être de toute nouvelle pratique, méthode là-dessus, le patient zéro doit être absolument bidonné. Ce n'est pas le moment de prendre un risque, en fait. Vous voulez prouver que ça marche. Et s'il faut déguiser un chat en lion pour prouver que les lions mangent un certain nombre de choses, eh bien, c'est le bon moment de le faire, en définitive. Vous avez votre patient zéro, vous avez votre terrain favorable. Maintenant, il faut s'intéresser à la propagation. Il y a un modèle de propagation qui est extrêmement intéressant. Vous l'avez probablement déjà rencontré, c'est celui-ci. Alors, ça, c'est une courbe que Geoffrey Moore a reprise et a adaptée, que vous connaissez certainement. Hein. Ça reprend la fameuse gaussienne classique et ça met un certain nombre d'étapes. Alors, lui, il l'a utilisé pour l'adoption d'un produit, notamment des produits issus d'une marque à la pomme. Ce que nous prétendons, c'est que finalement, c'est exactement la même chose pour l'adoption des idées. Vous allez pouvoir utiliser cette courbe, finalement, pour la diffusion des idées. Donc, pour nous, une nouvelle idée suit exactement la courbe d'adoption, plus ou moins rapidement. Mais en tout cas, on va suivre cette courbe d'adoption. Deuxième chose, le deuxième axiome auquel nous croyons, c'est que l'adoption d'une nouvelle idée passe par les différentes populations, des innovateurs aux retardataires. Et ça, c'est assez fondamental parce que chaque population
elle a des attentes qui sont tout à fait différentes. Et le principal risque, quand on essaye de diffuser, de mettre à l'échelle, de créer des communautés, c'est qu'on se trompe de stratégie parce qu'on ne sait pas dans quelle population, dans quelle étape on est finalement dans la courbe de Moore. Et on se trompe de stratégie, on n'applique pas au bon groupe les stratégies qui lui conviennent. Alors, si je reprends la courbe, donc tout à fait au début, il y a les innovateurs. Après, il y a les adopteurs précoces. Et puis après, il y a la majorité. Et puis, je laisse tomber les retardataires qui, de toute façon, il y a peu de chances que vous arriviez à les convaincre. Les innovateurs, c'est les tout premiers. C'est probablement vous qui êtes là. Les innovateurs, ce qui les intéresse, c'est explorer. Donc, ce sont plutôt des gens enthousiastes. Ils voient l'intérêt, ce sont des influenceurs, des geeks. Ils aiment les idées et les concepts pour eux-mêmes. Moi, je me reconnais alors complètement là-dedans. Ils aiment démonter les choses pour voir comment ça marche, y compris les idées. Voilà, ils veulent tester l'idée pour l'idée, quoi. Du coup, ils acceptent les produits non finis parce qu'au contraire, ça les intéresse d'essayer de tester des trucs, quoi. Du coup, la stratégie vis-à-vis d'eux, elle est assez facile. Il faut jouer la transparence. Il faut co-construire avec eux. Il faut co-construire l'agilité dans l'organisation. C'est avec eux qu'il faut la co-construire. Il faut constituer une communauté autogérée d'explorateurs, utiliser beaucoup les outils collaboratifs parce que ça va discuter un max, et puis intégrer leur feedback sur le produit étant la nouvelle idée que vous voulez faire adopter. On est dans une logique d'exploration, on est dans une logique, tout le monde est un peu tout fou, et puis on verra bien ce que ça donne. On est dans une logique du produit pour le produit, sachant qu'ici, le produit, c'est l'idée. Deuxième étape, les adopteurs précoces. Donc, les adopteurs précoces, ils sont tout à fait différents. Ce qu'eux souhaitent, c'est un avantage. En règle générale, là, on passe plutôt sur un public de décideurs. On est plutôt sur un public de managers. On est chez des gens qui cherchent un avantage métier, en fait. Donc, ils ont un why, ils ont un problème, ils ont un manque. Ils essayent de doubler la concurrence, déjà, pour commencer. Ils aiment le risque, ils aiment être les premiers, ils cherchent la disruption. Eux, ce qu'ils veulent, c'est que ça marche à peu près. En tout cas, ils veulent doubler les autres, en fait. Ils veulent un avantage concurrentiel. C'est plus du tout la même population. On a complètement changé de population. Donc, du coup, la communication, elle va être plutôt sur montrer l'avantage stratégique de la solution que vous avez. Montrer l'avantage stratégique de l'agilité, du DevOps. Montrer l'avantage stratégique de faire de l'UX design. Du coup, on va encore constituer une communauté autogérée d'utilisateurs, afin, cette fois, non pas de partager le comment ça marche, mais de partager ce que ça fait gagner. C'est quoi les avantages à utiliser ça? On va leur proposer d'expérimenter, c'est le moment où on va lancer des projets pilotes, on va lancer on va montrer qu'il y a des quick wins visibles, donc des petits gains rapides et facilement visibles, et surtout on va les positionner en un futur influenceur, c'est-à-dire que finalement ce sont eux nos meilleurs relais, en définitive. Et puis après, on va attaquer la majorité précoce et la majorité tardive, mais les deux veulent la même chose, ils veulent la sécurité. Eux, les trucs qui ne marchent pas, ça ne les intéresse pas. Eux, ils sont là pour produire, ils veulent sécuriser leur production, ils veulent l'amélioration de l'existant, ils ne veulent pas la disruption, ils veulent que ça fonctionne, ils sont là pour produire, ils aiment les propositions chiffrées, mesurables, avec un risque maîtrisé, donc non significatif. Ils veulent des produits industriels de qualité. Et c'est quoi vos méthodes où on ne sait pas très exactement comment ça marche? Et c'est là qu'on a le risque de quitter le monde de l'agilité de pensée pour l'agilité sous forme d'un produit livrable sur étagère. Alors là, la stratégie, elle est de rassurer. Elle est d'assurer d'abord et ensuite de rassurer. Puisque ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Du coup, il faut mettre en place une hotline. Il faut être là, il faut être présent, il faut montrer que ça marche. Il faut montrer que si ça ne marche pas, on a un plan B. Il faut mettre en place des accompagnements, il faut recruter des coachs agiles, ces gens un petit peu bizarres. Et puis, il faut pallier immédiatement.
parce que ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Alors, sur le schéma, il y a des dessins supplémentaires. Il y a un gouffre, il y a un petit gouffre là, entre les innovateurs et les early adopters. Ce petit gouffre, il est assez facile. Et puis, il y a un grand gouffre sur lequel je viendrai juste après. Alors, franchir le petit gouffre, c'est assez simple. Donc, on passe des innovateurs aux adopteurs précoces. Ça consiste à passer d'une logique et donc d'une communication, du comment ça marche, à une logique de pourquoi ça marche. Voilà. Donc ça, c'est pas très compliqué. Il suffit juste de faire évoluer son discours. Mais en définitive, c'est rarement là que se crée le risque. Le vrai risque, c'est ce moment-là. C'est le moment où, ça y est, on a bêta-testé, on a fait des pilotes, on a fait plein de trucs, on est à peu près tous persuadés que ça marche, qu'il y a des gains à utiliser ces trucs-là. Et puis, on va essayer de généraliser, de passer à l'échelle, enfin, tout ce que vous voulez, de scalabilité, bref, tout ça, tout ça. Et là, Geoffrey Moore, en 1991, donc 10 ans avant le manifeste agile, il avait dit que quand on veut généraliser, quand on est à ce passage-là, il faut l'accompagner, il faut l'envisager comme une campagne militaire. Et je trouve que c'est assez intéressant, sa pensée. Ce qu'il dit, c'est qu'à partir du moment où vous allez vous attaquer à la majorité, vous allez être vécu comme étant un acte d'agression. Personne ne veut votre présence dans le truc un petit peu général. Vous êtes un envahisseur, exactement comme un virus. Exactement comme un virus. Là, pour l'instant, vous étiez coincé dans un coin, tout allait bien. Vous faisiez joujou avec vos projets pilotes. Là, vous essayez de généraliser la démarche. Vous êtes un envahisseur. Et c'est normal. Alors, l'exemple qui reprend, c'est le débarquement en Normandie en 1944, bien entendu. Son plan de bataille, hein, c'est qu'il faut sélectionner un secteur de niche où installer l'agilité. Une tête de pont dans l'organisation. Voilà. Tel genre de produit, à partir de maintenant, on le fonctionnera en mode agile. On en extrait les anciennes méthodes de ce secteur d'activité. On sécurise le périmètre, on ne recule jamais. Tant pis, on met les moyens, on recrute des gens, machin, tout ça. Mais sur le périmètre qu'on a commencé à envahir, périmètre un peu fonctionnel dans notre organisation, on ne recule jamais. Et puis, on grignote segment par segment jusqu'à couvrir le périmètre. Voilà la stratégie dont il parle. Mais la première chose, c'est de se dénicher un secteur peut-être moins valorisé, moins regardé, à une tête de pont, comme l'était le Cotentin en 1944, et puis ne jamais reculer et au contraire avoir une stratégie de grignotage à partir de cette tête de pont. Et ce que dit Geoffrey Moore par rapport à ça, c'est qu'essayer de traverser le gouffre sans prendre ce secteur de niche, cette approche, c'est comme essayer d'allumer un feu sans avoir l'étincelle, en définitive. Alors, du coup, nous, on pense que cette tête de pont, elle doit être prise rapidement, par surprise si possible, avec une armée constituée et bien formée. C'est ce qu'on a fait, nous, dans notre organisation, en disant que les applications RH, elles étaient en mode agile. Et on n'a pas transigé du tout dessus par la suite. Après, on a grignoté des secteurs, on a commencé à aller voir un petit peu à côté. Mais au moins, sur ce secteur-là, c'était à notre Cotentin à nous, on ne recule pas. Alors, on le disait tout à l'heure, hein, du coup, cette viralité, cette agilité, elle va se heurter au mécanisme des défenses de l'écosystème et sera traitée comme une agression par les anticorps. Alors, c'est tout à fait normal, ces mécanismes de défense. C'est même plutôt un signe de santé d'un organisme, d'une organisation. Un organisme, une organisation où les anticorps ne fonctionnent pas, je ne donne pas cher de sa peau. Alors, les anticorps, on les connaît. Hein. Enfin, je pense que si vous avez essayé de faire des transfos agiles, des transfos DevOps, des transfos autour du design ou n'importe quel type de transfo, vous les avez déjà entendus. Alors, on a déjà fait ça, ça ne marche pas. C'est trop risqué. Ne s'applique pas ici. Très, très fréquent, hein, ne s'applique pas ici. Ça, je l'ai entendu à peu près partout. Quand je parle de démarche agile, hein,
Quand je suis invité et que je parle des démarches agiles, oui, c'est très bien, effectivement, c'est une très très bonne idée, mais chez nous, ça ne s'applique pas. Et puis, on l'a déjà tenté et ça n'a pas marché. Donc, tout ça, on l'a bien en tête. Donc, il faut le vivre comme ce que c'est-à-dire la réponse des anticorps à l'agression de la viralité que vous portez. Et c'est bien. Et c'est bien parce que ça veut dire que l'organisme qui est en face de vous, il est en pleine forme. Donc, vous allez être traité comme des éléments étrangers à expulser. On dira vos trucs d'agilisme, machin, tout ça. Vous serez attaqué par les anticorps et cette réaction, elle est tout à fait normale. Et qui de vous ou des anticorps gagnera? Du coup, c'est l'enjeu de la vitesse de dispersion. Alors, une idée, alors c'est le plus ancien d'entre vous, c'est un film avec Louis de Funès. Je commence à me méfier quand je la fais dans les universités parce que ça ne parle plus beaucoup. Mais enfin bon. Une idée, c'est comme une bicyclette, quand elle n'avance plus, elle tombe. Voilà, il dit Merckx, non Che Guevara. Si c'est vrai de la révolution, c'est vrai des idées et c'est vrai aussi de l'agilité. Si elle n'est plus en expansion, à mon avis, c'est qu'elle est en train de disparaître progressivement. Alors, la question de la vitesse est fondamentale. En effet, si la transformation elle est trop rapide, l'écosystème peut mourir. Bon, sincèrement, j'y crois que très modérément ou trop rapide. Mais enfin bon, allez, mettons. Par contre, trop lent, oui. Si une transformation, si une diffusion d'idées, elle est trop lente, si le lobbying que vous allez monter pour faire gagner l'agilité, elle est trop lente, du coup, ça laisse le temps aux anticorps de réagir et c'est pas bon signe. Et c'est pas bon signe parce que du coup, c'est eux qui vont gagner. Alors, l'agilité progresse-t-elle? Donc, je l'ai dit tout à l'heure, je pense qu'on commence à constater des situations qui, pour l'instant, sont marginales, où l'agilité est plutôt en recul. Moi, je l'ai vu en particulier dans l'administration, où au ministère de l'Éducation nationale, il y avait eu des démarches agiles et puis un recul par rapport à ça. On revient aux méthodes cartésiennes en cycle en V. Donc, c'est un vrai risque. Mais heureusement, dans une organisation, quelle qu'elle soit, on peut compter sur 3 accélérateurs. Ce sont 3 profils qu'il y a dans toute organisation et sur lesquels il faut vraiment miser. Alors, le premier profil intéressant, ce sont les connecteurs. Alors, les connecteurs, ils sont faciles à reconnaître. Ils connaissent tout le monde. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont capables de faire sauter votre virus d'un réseau professionnel à un autre. Alors, le réseau n'est pas l'organisation. Le réseau n'est non plus et surtout pas la structure. Mais voilà, il y a au sein d'une entreprise, d'une administration, de tout groupement humain, il y a ce qui est visible, c'est la structure, et puis il y a les réseaux. C'est ce qui est moins visible, et si on ne le comprend pas, on se plante dans la transformation de l'organisation. Et vous avez des gens, ils sont à la croisée de plusieurs de ces réseaux, donc ils sont extrêmement précieux parce qu'ils vont faire sauter votre virus d'un réseau à un autre. On a les Maven, je ne sais plus comment ça se prononce, qui sont un peu les experts. Alors, eux, ils sont experts d'un domaine, ils sont reconnus sur ce domaine. Et donc, du coup, il faut les avoir dans votre poche si votre virus touche un petit peu à ça. Parce que même s'ils n'ont pas de fonction dans l'entreprise, ils sont écoutés. Et donc, ce sont des gens qu'il faut convaincre. Et une fois que vous les avez convaincus, ils ont un pouvoir, ça va vous coûter du temps, de l'énergie, mais du coup, l'effet multiplicateur derrière, il est extrêmement puissant. Et puis enfin, vous avez les vendeurs. Les vendeurs, c'est ceux qui sont capables comme on dit chez moi en Auvergne, de vendre un âne dans un sac. C'est-à-dire que globalement, ils sont capables d'expliquer simplement une idée compliquée. Et ça, c'est extrêmement précieux parce que pour l'adhésion finalement de votre idée, ils ont aussi un effet multiplicateur extrêmement puissant. Du coup, un élément aussi important quand on regarde les virus, et puis malheureusement l'actualité nous le montre assez, c'est que la résilience d'un virus dépend de sa capacité à muter.
Et dans le cas de notre virus à nous, le virus agile ou le virus DevOps ou le virus design, tout ce que vous voulez, si on veut que ce virus dure, il faut à tout prix qu'il soit capable de s'adapter à son environnement. Sinon, la transformation agile, si elle est basée sur un format qui est trop rigide, elle ne peut pas être résiliente. Ce n'est pas possible. Du coup, c'est pour moi le principal souci avec les frameworks tels qu'on nous vend, qui ne sont pas faciles à adapter à notre contexte, à notre environnement, à notre situation. Et donc, la résilience de ces frameworks me pose véritablement souci. Donc, attention, ne sous-estimez pas les anticorps. Ça me semble vraiment fondamental. Et donc, si je vais synthétiser cette viralité agile, le premier terme, c'est homéostasie. L'homéostasie, c'est la capacité d'un organisme à revenir à un état stable, et voire, si possible, à l'état initial. Votre organisation, c'est un organisme vivant, et si vous apportez une nouvelle idée, agile, DevOps, tout ça, vous êtes un virus. Vous êtes un élément exogène qui essaye de changer l'ADN. Du coup, les mécanismes de défense, ils vont jouer à plein contre vous. Et c'est normal. Et c'est tant mieux, quelque part. Donc, du coup, créez d'abord un terrain favorable. Vérifiez que vous avez le terrain favorable en affaiblissant ces mécanismes de défense, en vérifiant que vous ayez les 4 conditions dont on a parlé tout à l'heure. Ensuite, votre progression, elle va passer par 3 stades entre les innovateurs, les early adopters et puis la majorité. Il faut à tout prix que vous sachiez où vous en êtes dans votre organisation parce que vous devez adapter votre stratégie à l'étape où vous en êtes et puis évidemment truquer votre patient zéro. Et puis accélération, miser sur les connecteurs, les Maven, les vendeurs. Et puis surtout, comme toutes les idées, il faut les adapter à votre contexte. Et puis les frameworks ne sont qu'un point de départ. Du coup, dépasser les frameworks, ça me semble être tout à fait fondamental. Du coup, keep calm and be the virus. Et puis, merci beaucoup à vous. Et merci beaucoup, Fabrice. N'hésitez pas chez vous. Du coup, on va passer à la session des questions. Alors, dans toutes les salles, c'est le moment de vous creuser la tête et d'ouvrir vos micros et de poser des questions à Fabrice sur la viralité de l'agilité. Eh bien, c'est parti chez Thalès. Merci pour la présentation. Techniquement, j'ai trouvé ça très intéressant, mais je me demandais si ce n'était pas un peu dangereux en sortie de pandémie par rapport au virus Covid, que l'agilité soit présentée comme le bien et l'organisme, c'est-à-dire la société, quelque chose qui se défend et qu'il faut absolument envahir. Alors, c'est vrai. C'est vrai. Et pour être tout à fait honnête, c'est assez amusant, mais il y a une quinzaine de mois, quand je soumettais ce sujet, a priori, il était difficilement recevable. Et il a été peu reçu, en définitive. Donc, c'est vrai. D'un autre côté, je pense que le côté émotion lié à la pandémie est un petit peu passé, enfin en tout cas le pic d'émotion. Et l'avantage de ce modèle, c'est que du coup, il est compris. C'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où on est capable de dire, vous voyez, mais oui, ok, il y a ce virus, mais regardez les virus. Et que notre organisme, enfin, je ne suis pas biologiste, je suis statisticien, mais que notre organisme, on ne serait pas ce que l'on est s'il n'y avait pas eu des virus. Alors oui, il y a le virus du Covid-19 qui sera peut-être suivi par le Covid-20, par le Covid-21 et tout ça. Mais les virus, c'est quand même ce qui a fait de nous ce qu'on est. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup. Oui, merci.
Je ne fais pas du tout la promotion du Covid, je tiens à le préciser. Qui la ferait, je pense que personne ne t'en accuserait. Eh ben, ça continue chez Thalès, oui, allez-y. J'ai aussi une question. Alors, pour convaincre un groupe qui va contenir les différentes typologies de personnes qu'on a vues, comment gérer ça pour propager le virus au sein de ces différentes personnes? Parce qu'on a vu qu'il y avait différentes possibilités. Est-ce qu'on les sépare? Est-ce qu'on les gère quand même comme un groupe? C'est-à-dire par exemple les innovateurs et les early adopters. Voilà. On a vu qu'il y avait différentes façons de les convaincre. Alors, je pense que les différents publics répondent à différentes étapes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le groupe, par exemple, des innovateurs est mûr, ils s'autogèrent et ceux que ça intéresse peuvent aller porter le virus dans le truc d'à côté. Il y a peu de gens que ça intéresse parmi les innovateurs d'aller porter le truc dans l'équipe d'à côté. Du coup, il n'y a rien qui interdit de mixer les différentes populations, mais je pense qu'elles n'ont pas grand-chose à se dire en définitive. C'est surtout ça. Donc, du coup, il faut qu'il y ait un porteur quelque part. Il y a un initiateur, celui qui est allé à une conférence et qui s'est dit tiens, voilà, il y a quelque chose à tenter à ce niveau-là. Et c'est finalement cette personne qui va servir de lien. Il n'y a rien qui interdit de de faire par exemple une grande journée où on réunirait les différentes populations, mais tout en sachant que du coup, il faut en donner pour chacun et que si vous mélangez des innovateurs qui veulent des trucs qui ne sont pas finis avec la majorité qui veut des trucs stables, voilà, il faut gérer ça, quoi. Et on a le même problème pour les confs agiles. Je pense que Samuel me confirmera. C'est-à-dire qu'on a des publics variés, avec des attentes variées. On a des publics d'innovateurs qui veulent les derniers trucs qui sortent, qui veulent des trucs qui sortent complètement machin. Et puis, on a des gens qui veulent des choses qui tournent, quoi. Okay. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, c'est bon, merci. Merci beaucoup. Et alors, du côté du village, on a une question aussi. Oui, merci. Ma question, vous m'entendez? Oui. Oui, pardon. Ma question serait, j'ai cru comprendre que vous pensiez que le virus de l'agilité recule, mais peut-être j'ai mal compris. Et si oui, est-ce qu'il est remplacé par un autre virus ou c'est juste pour revenir au statu quo tel qu'il était avant? Alors, faut que ce que je veux dire, j'ai constaté que dans certaines grosses entités, donc je pense au ministère de l'Éducation nationale, sixième employeur mondial, je pense aussi à Renault. J'ai constaté que les démarches agiles qui avaient été lancées ont été stoppées à peu près au moment du premier confinement et qu'on est revenu plutôt à des situations telles qu'elles existaient avant. Donc, c'était vraiment un recul. C'est pour ça que je parle de recul. Voilà. Enfin, c'est un constat et que quand j'interroge mes collègues orateurs en conférence qui me disent un petit peu la même chose, notamment avec la pandémie pour le coup. On a vu un certain nombre de retours à des méthodes bien cartésiennes où on mesure voilà, des cycles en V. Et voilà, et c'est bien triste. Après, alors, le statisticien que je suis ne prétend pas à une étude exhaustive sur le sujet. C'est vraiment un sentiment de ce que j'ai constaté. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, tout à fait. Enfin, merci ça reprend aussi mon sentiment. Merci. Merci. Il y a une question chez OCA. Alors, voilà. Ouais. Du coup, ouais, on s'interroge sur le terrain de profit parce qu'on a vu que la base, c'était
le top management qui soutient et qui protège. Et sachant que dans la chronologie, on s'attaque d'abord à la communauté des innovateurs et puis après on va voir les adopteurs précoces. Voilà, et puis dans l'appellation en disant c'est quand même ce terrain propice avec ce top management et aller chercher en premier, c'est pour nous quand même un terrain difficile à trouver, quoi. Mais moi, souvent, ce qu'on voit, c'est qu'on dit, attends pas, enfin, il y a beaucoup d'agilistes qui prônent de ne pas attendre d'avoir l'autorisation et d'y aller. Et tu viens de poser comme un prérequis de ta pyramide que si le management n'est pas prêt, c'est peut-être de l'énergie mal dépensée. Moi, c'est mon sentiment. Mais voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui disent l'inverse. Et donc, je voulais que tu défendes ton idée. Alors, oui, tu as raison. Je n'ai pas dit qu'il faut embarquer le top management en premier dans la transfo agile. Hein. Ce n'est pas du tout ce que j'ai dit. Ce que je veux dire par là, c'est juste qu'il fiche la paix et qu'il n'empêche pas. C'est ça le fond de ma pensée, il est plutôt là. C'est-à-dire qu'il laisse faire, qu'ils autorisent la réflexion, qu'ils autorisent l'expérimentation, qu'ils ne savent même pas de quoi on parle, mais en tout cas qu'ils n'interdisent pas par principe ce genre d'innovation, ce genre de truc. Parce que si tu es dans un climat où tu es à peu près sûr que si tu lances une idée comme l'agilité, tu vas te faire tirer à vue, c'est pas top quand même comme début non plus, et pour attirer les innovateurs et les early adopters. Donc, du coup, chez nous, par exemple, ce qu'on a obtenu, c'est on va tenter des trucs. Est-ce que ça vous dérange si on tente des trucs? On expérimente de notre côté. C'est des trucs d'agilistes, vous ne pouvez pas comprendre. Mais est-ce que vous voyez un inconvénient à ce qu'on expérimente des trucs de notre côté? Point. On ne leur dit même pas ce que c'est. Après, effectivement, il y a un moment où il va falloir les embarquer. Mais en fait, ce qu'on cherche à avoir à ce moment-là, c'est juste le droit à l'expérimentation, quelque part. C'est voilà. C'est OK, ouais, c'est une bonne idée, expérimenter des trucs. Mais au fur et à mesure, moi, ce dont je me rends compte, c'est que le top management est rarement l'élément embêtant, en fait. Parce que le top management, il a bien conscience que les choses doivent changer. Il ne sait pas trop comment faire. Il a entendu des trucs, machin. Mais même, que ce soit dans les grandes entreprises ou dans les grandes administrations, top management, vous lui dites on va expérimenter une méthode pour travailler mieux collectivement et être plus efficace. Et, ah non, hors de question. Hein. Vous bossez comme aujourd'hui. Non. Après, c'est là où on va avoir des problèmes, c'est plutôt avec le middle management. Parce qu'il va falloir qu'on leur explique à un moment ou à un autre qu'on essaye de fermer leur poste. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. Ouais, merci. Merci pour, du coup, on a mieux compris le message à passer au top management, en effet. Mais il y a quand même un moment où on ne peut pas quand même commencer ça dans son coin. Si, mais tu fondes ta start-up au sein de l'entreprise, quoi. Mais tu as un risque. Attendez, il y a eu du bruit chez OCA. Il y avait encore une question? C'est bon? Ouais, ça fait une minute. Ici, Maïs, c'est une question. Alors, c'est plutôt par rapport à la transformation ou agile ou DevOps. Il y a des personnes qui sont vues dans la société comme des innovateurs ou des early adopters, alors qu'eux se sentent comme des late adopters parce qu'ils ont des expériences par ailleurs, parce qu'ils arrivent avec leur bagage et que eux, ça fait déjà 10 ans qu'ils font de l'agile, donc eux, ils trouvent ça normal de le mettre, mais par contre, dans la société en question, c'est les premiers. Et du coup, comment on doit les appréhender, les traiter, les gens? À quel moment, comment ça se passe par rapport à eux? Je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Donc, du coup, je vais essayer de la reformuler. Je pense que ça dépend du référentiel, quelque part. C'est-à-dire que y a, ça dépend dans quel milieu tu regardes les choses. Et du coup, il y a des gens qui peuvent, dans certains milieux, être
connus ou être vécus comme étant des early adopters ou et eux-mêmes, parce que du coup, ils ont un autre zoom, ils regardent à côté. Tu vois, ils zooment sur. Donc, du coup, dans leur entreprise, ils sont super innovateurs, par exemple. Mais eux, s'ils regardent sur leur réseau, pour le coup, leur réseau d'amis, bah, du coup, ils se sentent plutôt d'un autre côté de la courbe, en fait. Et du coup, en fait, le message, il est là, c'est que ça dépend du référentiel sur lequel tu regardes. Et que finalement, on est tous, si tu changes le référentiel, tu changes ta position quelque part. C'est-à-dire, je me vis assez bien dans l'administration comme étant plutôt un innovateur, mais si je vais faire un stage dans une start-up, peut-être qu'ils me prendront pour un vieux late majority, quoi. Et c'est pas grave. Et c'est pas grave. Mais c'est une question de référentiel. Eh bien, merci. C'était la dernière question, donc. Faites vos retours à Fabrice sur le Klaxoon. Faites vos feedbacks. Vous allez avoir un petit temps de feedback d'ailleurs là maintenant. Profitez-en pour échanger sur tout ce que vous venez de voir. J'avais peut-être pas laissé assez longtemps. Voilà. 1, 2, 3. Merci à tous. Merci.